Bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cet atelier de l'ICDL à l'occasion de cette REF 2022. Et nous avons donc le plaisir de pouvoir échanger dans une table ronde autour des compétences numériques et du socle minimum d'employabilité. Pour pouvoir débattre et échanger, nous avons le plaisir d'accueillir à la fois Ilham Alom, qui est directrice formation France du groupe L'Oréal, Madame Béatrice Piron, qui est députée de la 3e circonscription des Yvelines et sous la précédente mandature en charge d'un groupe d'études sur l'illettrisme et l'électronisme. Monsieur Louis-Laurent Preux, qui est le directeur de développement RH du groupe Carrefour. Et enfin, bien évidemment, l'organisateur de cette table ronde, à savoir Christopher Sullivan du groupe ICDL. Nous allons donc débattre des questions de compétences numériques et évidemment, nous allons chercher ensemble à partager à la fois des constats, c'est-à-dire de quelle situation et de quoi parlons-nous tout d'abord. Ensuite, nous allons échanger sur vos best practices ou sur les pratiques que vous avez identifiées comme étant susceptibles de lever un certain nombre de difficultés. Et puis enfin, parce qu'il est toujours important de se projeter, d'identifier les recommandations, les propositions que vous pourriez être amenés à formuler et qui permettront à la fois aux entreprises, aux individus, aux territoires, d'une certaine façon à notre nation de progresser du point de vue donc de cet électronisme auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Alors, quelques chiffres simplement pour vérifier tout d'abord qu'on les partage. Dans les quelques éléments d'information dont on dispose, 14 millions de personnes seraient touchées par seraient éloignées du numérique. Et donc, par là même, ce mot, ou ce mal plutôt, nous l'appelons aujourd'hui électronisme, c'est-à-dire à la fois une difficulté ou une incapacité à utiliser les outils numériques et informatiques dans la vie courante. Ce qui représenterait aux alentours de 17% de Français concernés par cette difficulté. C'est donc un enjeu évidemment de politique publique, c'est un enjeu pour les individus à proprement parler, c'est certain, mais c'est aussi un enjeu pour les entreprises et c'est de cela que je souhaiterais que nous puissions, débattre ensemble. Alors avant même de se lancer dans le débat, je vais vous laisser quand même quelques instants pour pouvoir vous présenter et puis parce que c'est toujours mieux de le faire d'emblée, je vous propose de tout de suite dire, bon voilà la conviction ou ce que je voudrais partager au cours de ce débat et puis évidemment on aura l'occasion d'y revenir, mais voilà, simplement donnez vos titres, fonctions et environnements dans lesquels vous travaillez et je commence par vous Ilham pour ouvrir ce débat. Oui, bonjour à tous. Donc je suis Ilham Alom, directrice People Development et Learning pour le groupe L'Oréal en France. Donc c'est un privilège parce que L'Oréal est une entreprise donc française qui est leader mondial donc, dans l'industrie de la beauté. On a 14 000 collaborateurs en France. Toute la chaîne de valeur est installée en France. Donc c'est un vrai privilège pour moi puisque je m'occupe du développement des compétences de ces collaborateurs-là. Et vous parliez de conviction. Alors les questions justement d'électronisme sont des questions qui nous intéressent, sur lesquelles nous agissons chez L'Oréal. Et on a l'avantage effectivement d'avoir mis en place certaines solutions, mais je vous partagerai ça tout à l'heure. Voilà. Merci. Madame Piron. Oui, bonjour. Donc Béatrice Piron, je suis députée des Yvelines. Je démarre mon 2e mandat. Et pendant le premier mandat, j'ai été élue présidente du groupe d'études illettrisme et électronisme. Au début, en 2017, le groupe d'études s'appelait illettrisme seulement. Et on a fait ajouter, en fin de compte, en 2019, la problématique de l'électronisme. Et donc, on a fait de la veille technologique, de la veille juridique pendant un petit peu tout le mandat, que ce soit sur les lois, choisir son avenir professionnel, que ce soit au niveau de l'éducation nationale, que ce soit sur les problèmes de citoyenneté, avec les maisons France Service, les conseillers numériques dans les mairies. Et petit à petit, donc, on a réussi, donc même en fin de mandat, en 2021, je crois, à faire rentrer le terme électronisme dans la loi, qui n'existait pas, à l'occasion d'une proposition de loi sur les bibliothèques, parce qu'en fin de compte, c'est un sujet qui est tellement vaste, qu'il peut être vu du point de vue de l'institution locale, les collectivités locales, mais également des bibliothèques, mais également des écoles, mais également, surtout aujourd'hui, parlons-en, des entreprises. Voilà. Merci. Louis-Laurent. Bonjour à tous, Louis-Laurent Preux, je suis directeur passerelle et prospective métier pour Carrefour France.
Donc l'avantage de Carrefour, c'est qu'on n'a pas besoin de présenter l'entreprise. J'irai vérifier si tout le monde est bien client à la fin de la session. Et donc, évidemment, Carrefour entend devenir une digital retail company. Et donc, j'expliquerai après, dans quelques instants, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour les 340 000 collaborateurs du groupe. Merci. Et Christopher. Merci, donc bonjour à toutes et à tous. Donc Christopher Sullivan, je dirige la branche française de la certification internationale ICDL qui permet de valider, valoriser les compétences numériques des individus, qu'ils soient étudiants, salariés ou demandeurs d'emploi, sur toute la partie des compétences numériques. Alors historiquement sur la partie bureautique, traitement texte, tableur. On a considérablement élargi notre volet certification pour y inclure des compétences plus techniques comme la PAO, la CAO, la cybersécurité, l'édition de site web. Et puis enfin, on va donc se focaliser maintenant sur l'inclusion numérique, ce socle minimum d'employabilité des compétences numériques. Merci Christopher, et j'en ai oublié par là même dans l'enthousiasme de l'animation de me présenter. Donc Patrice Guézou, je suis le directeur général de Centre Info, organisme d'information sur la formation qui dépend du ministère du Travail. Voilà, excusez-moi pour cet oubli. Eh bien, démarrons et lançons-nous. Comment, pour une entreprise comme L'Oréal, on prend en charge, on s'intéresse, on est confronté à la question de l'électronisme. Quels ont été les constats? De quelle manière vous-même avez considéré que c'était un sujet clé pour l'entreprise? Et on regardera dans un second temps les propositions de solutions que vous mettez en œuvre. Ce sujet de l'électronisme, et j'aime bien cette expression d'inclusion numérique, est très important pour nous. En tant que leader mondial de la beauté, on a un mindset de challenger. Et clairement, sur la transformation numérique, moi je parle plutôt aussi d'évolution technologique. L'Oréal a depuis très longtemps mis le paquet en termes d'innovation sur la technologie, pas exclusivement sur le domaine de la relation client, la relation avec le consommateur, mais vraiment dans tous les secteurs d'activité, comme je disais, de la chaîne de la beauté. Ça veut dire quoi? Ça va de nos laboratoires de recherche jusqu'à nos supply chains, nos usines de production, bien entendu dans toutes les modalités possibles, parce qu'il est important pour nous de bien réfléchir à chaque fois, de donner un temps d'avance à nos équipes. En disant ça, je fais automatiquement le lien aussi avec ce qui s'est passé pendant la crise Covid, puisque la chance d'avoir travaillé, d'avoir mis le paquet et d'avoir donné les moyens aux équipes de travailler sur ces évolutions technologiques nous a donné l'opportunité de passer cette crise Covid dans de bonnes conditions. Et ce qui a été intéressant pour nous, justement en parlant de la crise Covid, c'est que ça a été une deuxième étape clé pour nous dans l'identification des difficultés que pouvaient avoir nos collaborateurs autour de ces compétences-là numériques. C'était justement de pouvoir aider tous les collaborateurs à pouvoir continuer leur activité pendant les temps de confinement et même accompagner les collaborateurs qui étaient du coup en inactivité avec des actions de formation très spécifiques. Ce qui nous a permis pendant ce temps Covid de former tous les collaborateurs. Tous les collaborateurs ont pu avoir au moins une formation dans l'année 2021, dans l'année 2020. Donc ça, c'était extrêmement important pour nous. Et le troisième élément qui a été aussi un déclencheur par rapport aux actions que nous avons entreprises, c'était le lancement de notre système d'information RH, qui a été lancé mondialement en janvier 2022 et qui nous a permis aussi de détecter les difficultés que certains collaborateurs, peu importe la catégorie sociale professionnelle, peu importe le domaine, donc aussi métier, la filière métier, ça nous a permis de pouvoir voir quel type de difficultés ils pouvaient rencontrer. Alors, j'aime bien ce que vous avez mentionné, c'est-à-dire on peut parler en termes de compétences numériques, aussi bien sur l'utilisation des applications Office, on peut parler de l'utilisation des applications technologiques en termes de process industriels ou de process scientifiques, mais tout simplement d'utiliser aussi les quelques applications clés telles que Mon compte formation, telles que Amélie. Et c'est là où effectivement on fait le lien entre l'accompagnement de nos collaborateurs et citoyens. Voilà. Merci pour ces premiers éléments. Madame la députée, évidemment, comme vous avez présidé cette commission, ce groupe d'études, vous avez dû faire un tour d'horizon des enjeux, donc peut-être quelques éléments, lignes directrices que vous avez pu ressortir des principaux enjeux auxquels notre nation est confrontée. Oui, alors la complexité de cette problématique d'électronique, c'est qu'elle touche des gens très différents les uns des autres. En fin de compte,
Autant pour, on va dire, l'illettrisme, ce sont des gens qui ont été peu scolarisés ou pas très longtemps ou qui n'ont pas fait de hautes études. Dans l'électronisme, vous avez en fin de compte certaines personnes qui vont être abonnées au Monde et qui lisent la presse tous les jours, très cultivées, qui ont peut-être des licences ou des masters, mais on peut pratiquer les outils numériques dans leur profession, peut-être sont retraités et qui aujourd'hui ont décroché en fin de compte de ce mode de communication. Et à l'inverse, vous avez aussi des jeunes qui sortent de l'école, qui vont être très à l'aise sur leur smartphone, sur leurs réseaux sociaux pour poster des photos de leur week-end. Mais quand vous leur demandez d'aller s'inscrire à Pôle emploi, de faire un CV et de joindre une pièce à un email, ils ne savent plus faire non plus. Donc la problématique est assez complexe parce qu'elle peut être différente et avec des profils très très différents. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est important que les sociétés prennent compte de ces besoins d'inclusion numérique. Alors il y a deux aspects là-dedans aussi. Il y a les TPE et les toutes petites entreprises où parfois l'entreprise n'a pas fait aucun pas vers les outils numériques et même des fois le chef d'entreprise, qui fait confiance en son comptable ou son expert comptable et qui refuse de prendre en compte ces outils-là, mais qui sera peut-être un jour dans le besoin de remplir un site pour les impôts, pour une demande d'aide, pour une demande de subvention et qui se retrouvera en difficulté. Et puis du point de vue des salariés, là aussi, il y a beaucoup de métiers aujourd'hui qui n'ont pas encore d'outils numériques tous les jours dans leurs fonctions. Alors on parle souvent des entreprises, des métiers d'entretien, que ce soit les entretiens de bureau dans les collectivités ou les grandes entreprises, que ce soit les services à la personne, où là il y a des déplacements dans les services à la personne, ou les métiers de jardinage, paysagiste et tout ça, où ils n'utilisent pas encore l'ordinateur de façon quotidienne. Les salariés ont l'impression qu'ils n'en auront jamais besoin et il peut arriver quand même que l'entreprise se numérise un petit peu plus, passe à des plannings numérisés, ait besoin d'envoyer des emails, ait besoin de faire évoluer leurs salariés, et là certains sont en panique totale parce qu'ils n'ont jamais signalé et ils n'osent pas. Et j'ai vu parfois des témoignages de salariés qui préféraient démissionner que partir en formation de peur qu'on constate en fin de compte leur incompétence. Et donc là c'est important de les accompagner, qu'il n'y ait pas du tout justement de frein et de honte à ça, et que ça soit diagnostiqué et fait avec un accompagnement régulier. Voilà. Merci pour ces premiers constats. Alors pour le groupe Carrefour, même question, d'où partez-vous d'une certaine manière? Comment avez-vous été confronté à cette question? Quels ont été un peu les facteurs déclencheurs, comme vient de l'évoquer Willem? Alors moi je voudrais raconter une histoire que nous a raconté notre PDG Alexandre Bompard. C'était à l'époque où il avait pris la tête de Darty, et quand il était arrivé, donc on lui fait visiter l'entreprise. On lui dit voilà, là c'est l'étage de la finance, là c'est le marketing, là c'est les RH. Alors là on va arriver dans un étage très important, là c'est l'étage du digital. Et donc il avait été extrêmement choqué par ça, puisqu'en fait il ne comprenait pas qu'en fait le digital n'irrite pas l'ensemble de l'entreprise. Le digital ne devait pas, selon lui, et à mon sens il a parfaitement raison, être dédié à un département de l'entreprise. Donc effectivement, être une digital retail company, ça signifie concrètement que le digital doit irriguer l'ensemble de l'entreprise, et donc personne ne doit être exclu. Donc c'est pour ça qu'en fait d'ici 2024, l'engagement de Carrefour, c'est que l'ensemble des collaborateurs de Carrefour aura été formé au digital, avec différents stades. Effectivement, tout va dépendre des métiers des personnes. Certaines formations seront des formations peut-être déjà de B.A.B.A. Il faut commencer par là. Et des entreprises comme ICDL précisément proposent des solutions qui sont très intéressantes à ce sujet. Et puis d'autres formations. Alors moi par exemple, je suis en ce moment une formation sur l'intelligence artificielle d'une 20aine d'heures. Voilà. Donc on a vraiment un certain nombre de formations très différenciées, mais ce qui est important, c'est que personne ne sera exclu des formations digitales. Le digital, ça concerne tout le monde et pas un département. D'accord, merci. Alors Christopher, évidemment, en tant qu'opérateur, tu as une vision particulièrement 360 degrés de ce sujet. Quelles sont les approches peut-être que les entreprises mettent en exergue quand ils vous sollicitent et par là même, finalement, quelles ont été peut-être les tendances que tu as pu identifier qui ont démontré qu'il y avait un intérêt encore plus important aujourd'hui qu'hier pour les compétences numériques?
Alors déjà, on peut faire un premier constat qui est que les Français sont meilleurs qu'avant. Quand on regarde les chiffres du DESI, qui est donc l'index européen économique et de la société, les chiffres 2022 montrent que la France est passée en 10e position, alors que encore en 2019, la France était en 14e position et en 20e position en 2015. Donc vraiment une nette progression ces dernières années. Mais quand on regarde de plus près les chiffres, on voit que en fait, on passe de 57% des Français qui ont un bagage minimum de compétences numériques à peine 62%. Donc c'est effectivement une progression, mais ça veut dire qu'il y a quand même encore 40% des Français qui n'ont pas ce bagage minimum de compétences numériques. Alors dans ce classement, on va retrouver tous les pays nordiques en première place. Alors c'est pas que les Scandinaves sont meilleurs que les Français, hein, c'est juste qu'ils ont commencé beaucoup plus tôt et qu'on a un petit train de retard et qu'il va falloir qu'on rattrape un peu ce retard. Mais ce qui est vraiment intéressant aujourd'hui au travers de ces témoignages, c'est qu'on se rend compte, les témoignages de vous trois, c'est qu'on se rend compte qu'il y a une prise de conscience. Alors malheureusement, toutes les entreprises n'ont pas cette prise de conscience. Parce qu'il y a certaines entreprises, selon la taille ou selon le secteur d'activité, qui ne se posent pas ces questions parce que certaines n'ont pas encore entrepris leur transformation numérique. Donc il y a un besoin d'accompagner ces entreprises-là déjà sur cette phase de transformation numérique et donc cette prise de conscience pour en arriver à constater que effectivement un certain nombre des collaborateurs n'ont pas ce bagage minimum de compétences numériques. Donc une prise de conscience. Alors il y a effectivement le rôle de l'État, doit jouer un rôle là-dessus, mais à mon sens, l'État ne peut pas y arriver seul. Il doit aussi être capable de se reposer sur les forces vives du terrain et notamment les entreprises pour les collaborateurs. Alors les entreprises peuvent avoir plusieurs raisons, plusieurs motivations finalement de mettre en place des formations auprès des collaborateurs. La première raison, ça va être un gain de productivité. Mais on peut se poser la question par rapport à certains métiers, comme vous souleviez les métiers d'entretien, est-ce qu'il y a un besoin de compétences numériques sur ces métiers-là? Or, on se rend compte que finalement aujourd'hui, beaucoup de choses passent par le numérique, que ce soit le programme de travail, où est-ce que je dois travailler, où est-ce que je dois me situer, comment je dois quand même rendre compte aussi de mon travail. Donc même pour des métiers qui, spontanément, on n'aurait pas le réflexe de penser que c'était des métiers du numérique, mais pourtant eux aussi ont besoin de ces compétences numériques. Donc il peut y avoir une première raison qui va être effectivement ce gain de productivité. Après, il peut aussi y avoir une motivation sociale, d'inclusion numérique, comme on disait tout à l'heure. L'entreprise peut aussi jouer ce rôle d'inclusion numérique. Et puis, il y a le côté, la prospective. C'est comment on fait pour demain. Demain, peut-être qu'il va y avoir d'autres transformations avec ces nouvelles technologies qui arrivent. On voit maintenant arriver l'intelligence artificielle de plus en plus dans toutes les strates de l'entreprise. Donc, il va aussi falloir se préparer à ça. On sait, l'OCDE a donné les chiffres de 14% des métiers qui allaient disparaître d'ici 2030 et 32% des métiers qui vont être considérablement modifiés au travers du numérique. Donc l'entreprise a aussi besoin et un rôle à jouer sur la visibilité sur l'avenir et comment accompagner les collaborateurs vers ces nouvelles technologies, vers ce nouveau fonctionnement. Et il y a un dernier point aussi, c'est le côté citoyenneté numérique aussi qui avait été évoqué. Ça, c'est vraiment un élément clé aujourd'hui. On a une société qui est numérique. Et donc, on ne peut pas laisser certains citoyens au bord de la route en disant vous, on ne va pas vous accompagner parce que voilà, on n'a pas le temps de vous former. Tant pis, c'est pas possible aujourd'hui. On a toutes les plateformes publiques qui sont en ligne maintenant. On veut faire ses impôts, on veut envoyer un recommandé. On est obligé, on veut prendre rendez-vous chez le médecin. On est obligé de passer par le numérique. Donc, on ne peut pas se permettre de laisser certains citoyens sans ces compétences numériques. Et là aussi, l'entreprise a un rôle à jouer. Merci, Christopher. Peut-être un point sur lequel je souhaiterais attirer l'attention, Madame la députée, vous avez parlé de l'illettrisme. C'est vrai qu'il y a un rapprochement qui se fait entre l'illettrisme et l'électronisme à partir du moment où, notamment, il peut y avoir une pudeur, une honte parfois à pouvoir révéler une difficulté que l'on rencontre. Donc, ce qui signifie que, par là même, un des points essentiels finalement d'une approche, c'est celle du diagnostic, c'est celle de l'identification, c'est celle de la capacité à entraîner finalement des collaborateurs
en difficulté dans une démarche vertueuse d'apprentissage qui peut effectivement constituer un échelon peut-être de parcours futur, difficile, délicat, considéré peut-être comme un petit peu stigmatisant. Qu'est-ce que vous avez identifié dans les différentes pratiques auxquelles vous avez été confrontés? Quelles ont été les pratiques de diagnostic qui vous ont semblé vertueuses, qui vous ont donné la perception qu'on s'y prenait correctement? Je fais le lien là aussi avec ce que Christopher évoquait de la relation à la situation de travail, où on voit clairement que cette interaction entre la situation de travail et la situation de confrontation à l'outil numérique est essentielle. Donc, quelles sont les bonnes pratiques que vous avez peut-être pu identifier au travers de votre mission? Alors, bon, je n'ai pas en tête comme ça une bonne pratique idéale ou parfaite, mais je me permettrai de rajouter quand même que les entreprises ont normalement des entretiens annuels d'évaluation de leurs salariés, et que bien souvent ça se limite à la compétence très professionnelle et très technique du salarié dans son poste actuel, et qu'il serait bien de temps en temps de l'ouvrir et de penser à refaire des diagnostics réguliers, parce que les choses évoluent tellement vite dans le temps aussi, sur les compétences de base générales, par exemple l'illettrisme. Donc c'est ce qui m'a amené moi en politique. J'étais chef d'entreprise avant de rentrer, donc député il y a 5 ans, et donc j'étais responsable d'une entreprise de maintien à domicile de personnes âgées. Et malgré des process de recrutement écrits avec des tests à remplir, des choses comme ça, je me suis aperçu a posteriori que j'avais quand même des salariés en situation d'illettrisme, parce qu'il y a des astuces, les gens emportent les documents pour remplir chez eux, ou des choses comme ça, parce que ce jour-là, ils n'ont pas leurs lunettes. Donc il y a des trucs qu'on peut découvrir au fur et à mesure de son expérience professionnelle. Et comme vous dites, les gens ne se le disent pas eux-mêmes. Il faut vraiment passer par une évaluation en présentiel pour pouvoir le savoir. Et je pense que les entretiens annuels d'évaluation devraient toujours réévaluer les compétences de compréhension, de lecture et de numérique des salariés. Par rapport à des évaluations, on va dire, ou des outils généralisés, donc sans vouloir faire de concurrence à ICDL, l'Éducation nationale a quand même mis en place PIX, qui est aussi une plateforme donc, qui est gratuite et accessible à tout le monde, y compris aux adultes, pour s'auto-évaluer sur les compétences du numérique. Et donc moi j'en fais souvent la promotion, et j'encourage tout le monde à aller faire un tour sur PIX, même sur la version gratuite de PIX. Ça permet de s'évaluer et de savoir qu'il y a des choses qu'on maîtrise et qu'il y a des domaines que l'on ne maîtrise pas du tout au niveau du numérique. Je suis moi-même de base ingénieur en informatique. Alors certes, ma formation date d'il y a 30 ans et je suis assez à l'aise dans les outils numériques, mais quand j'ai fait le test, je me suis aperçu qu'il y avait des choses que je ne savais pas du tout faire. Donc, et la plateforme PIX a l'avantage, on va dire, de donner aussi la correction et de permettre de se former en même temps qu'on s'évalue. Donc c'est quelque chose d'intéressant. Et je pense que de même que ICL propose donc des certifications, j'imagine un monde idéal où en fin de compte, sur tous les CV, les gens se positionnent et annoncent un petit peu leur niveau de compétence dans les outils numériques, quelle que soit leur profession, et puissent annoncer donc quelques certifications. Je pense que ça sera intéressant pour les employeurs, et ça sera toujours en plus sur leur CV. Je crois qu'on a constaté avec le Covid et cette nécessité de télétravail que toutes les entreprises à un moment ou un autre ont besoin donc d'avoir accès à leurs salariés à distance. Toutes n'étaient pas prêtes. Donc je crois que par exemple le plus gros employeur français qui est concerné, donc qui est l'État, qui est l'Éducation nationale, on a bien pu constater donc au moment de la crise du Covid que certains enseignants, pourtant des gens très compétents, n'étaient pas formés aux outils numériques et n'avaient pas cette capacité à faire du télétravail. Et donc aujourd'hui, donc l'Éducation nationale a fait des gros efforts pour former tous les enseignants. Il y a aussi des budgets donc pour du matériel informatique pour les enseignants, parce que là aussi c'était un employeur qui ne fournissait aucun matériel informatique. Moi, ma situation idéale, ça serait que toutes les entreprises permettent à tous les salariés, même s'ils n'ont pas un outil numérique de travail tous les jours, qu'on leur donne accès de façon périodique à un ordinateur en libre service, dans des salons et choses comme ça, pour se tester, pour s'auto-évaluer, pour pouvoir faire 1 heure par semaine, on va dire, de visite sur le site de l'entreprise, sur un site Amélie ou des choses de ce genre-là.
Les gens qui sont en position de cadre ont souvent, dans leur temps de travail, inclus de la veille juridique, de la veille technologique, où on va lire de la documentation, on va lire de la presse. Les gens faiblement qualifiés n'ont pas dans leur temps de travail de temps disponible pour s'auto-former et suivre l'évolution. Et ça serait bien que tout le monde puisse passer au moins 1 heure sur un outil numérique par semaine, par exemple. Alors, en rebondissant donc sur la proposition que vous formulez, on va identifier les best practices, en tout cas, parce que évidemment notre table ronde ne permet pas d'évoquer l'ensemble des mesures que vous avez prises dans chacune de vos entreprises respectives, mais d'identifier peut-être des pratiques que vous avez pu mettre en œuvre au cours des dernières années et qui vous semblent correspondre véritablement à cet enjeu de développement des compétences numériques. Ilham ? Alors pour L'Oréal, déjà il est important pour moi de vous dire que lorsqu'on parle d'accompagnement des collaborateurs, en fait ça n'est pas lié, j'allais dire, à un phénomène temporel lié à notre actualité. Depuis 1971, François Del, le président de L'Oréal, très important en tout cas dans la culture de l'entreprise, a créé le département de l'éducation permanente, 1971. Avec cette conviction, c'est pour ça que je trouvais intéressant ce qui a été partagé, on a, je ne sais pas si ce sont des best practices, mais il y a beaucoup de conviction, d'humilité, et puis d'expérimentation qui se sont généralisées par la suite. Donc on est vraiment dans des démarches de test and learn. Depuis 1971, on réfléchit à la manière de transmettre et d'apprendre. Quand je dis ça, ça veut dire qu'on se met régulièrement en question dans notre manière d'accompagner les collaborateurs et on crée les conditions pour que les collaborateurs expriment aussi des besoins, leurs besoins de développer des compétences et qu'ils soient acteurs de leur développement. Ce qui fait que lorsque je vous ai mentionné tout à l'heure le nouvel SI RH, le système d'information RH que nous avons lancé en janvier 2022, on permet aujourd'hui à tous les collaborateurs d'accéder à l'ensemble de l'offre de formation qui existe dans le groupe et dans tous les pays du monde. Ça, c'est extrêmement important, peu importe qu'elle soit virtuelle ou en présentiel. On a revu complètement, alors vous parliez d'évaluation, alors nous on est plutôt dans notre culture informelle chez L'Oréal, c'est-à-dire de permettre aux managers et aux collaborateurs d'avoir régulièrement des conversations autour du développement, de la qualité de vie au travail, de la performance. Et cette modalité, on l'appelait Connect, donc d'avoir des temps de connexion. Et ce qui est important, parce que ce mot d'évaluation, vous parliez justement de la difficulté des collaborateurs à pouvoir exprimer leurs difficultés. Vous avez complètement raison. Et on ne voulait pas l'associer à une question d'évaluation parce que vous savez, on est en France. Et lorsqu'on parle d'évaluation, on peut donner aussi le sentiment d'être jugé. Et donc, il y avait un sujet de dignité pour nous qui était très important. Ce qui fait que, je vais vous citer un exemple très très concret. Pendant la crise Covid, nous avions eu nos usines et centrales de distribution qui ont changé complètement leur chaîne de distribution pour créer, du coup, et distribuer du gel hydroalcoolique pour les hôpitaux, pour toutes les institutions publiques qui en avaient besoin. Et entre-temps, nous étions en train de former les collaborateurs qui étaient à distance à travailler, du coup, avec les outils collaboratifs. Donc, nous avions mis plein d'actions de formation virtuelles. Ces collaborateurs qui étaient sur site et qui n'avaient pas pu bénéficier de ces formations, en fait, nous sommes en train de lancer là, et ça va démarrer là à l'automne, avec Simplon, des actions d'accompagnement pour ceux qui ont exprimé leurs difficultés justement avec les outils numériques. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette expression, il y a eu à la fois le besoin de prendre en main notre nouvelle SIRH, le besoin de prendre en main le compte personnel de formation et le compte Amélie pour pouvoir justement accéder à ces relevés liés à la sécurité sociale. Ça vient de leur expression. Et ça, c'est pour moi quelque chose d'important. Ça veut dire que lorsqu'on est un manager, c'est très important à un moment donné d'avoir de la bienveillance, d'avoir créé les conditions qui permettent justement à un collaborateur de dévoiler ses difficultés, sans jugement. La deuxième chose aussi, parce que vous parliez d'illettrisme, ce qui est important, c'est que nous sommes aussi, pour moi, lorsqu'on parle de numérique, il faut parler de data. Lorsqu'on évoque justement l'intelligence artificielle, et puis nous, on va jusqu'au métaverse, au Web 3, on est déjà effectivement dans le temps d'après parce que c'est notre mindset, on est toujours effectivement dans une démarche prospective. C'est important pour nous de réfléchir aussi à ce que l'on appelle la donnée, la data, et lorsqu'on veut utiliser l'intelligence artificielle, il faut avoir le souci aussi de la qualité de la donnée.
Eh bien moi je fais le lien avec l'illettrisme. Pourquoi? Parce que il y a la question de l'expression. On a de plus en plus d'outils conversationnels. Alors on utilise les réseaux sociaux, on peut communiquer des choses, mais lorsqu'on en vient à pouvoir écrire dans le cadre du travail, et que finalement l'écrit devient sacré puisqu'on a des outils transactionnels ou collaboratifs, eh bien ça révèle aussi les difficultés d'illettrisme. Donc pour moi, illettrisme et électronisme sont liés. Eh bien, tout comme je vous l'ai évoqué précédemment, c'est-à-dire plus le collaborateur se sent en confiance et peut poser ces sujets-là, plus il est simple pour nous d'actionner des actions très pratico-pratiques. Alors ça peut être du reverse mentoring. Souvent on a fait d'ailleurs ce parallèle avec des générations seniors qui étaient en difficulté avec le numérique et des juniors qui pouvaient les aider. Eh bien, figurez-vous que ça marche aussi de l'autre sens par rapport à l'expression écrite. Et donc c'est tout ça qu'on va chercher, à la fois à utiliser les outils que nous avons à disposition pour former, mais à créer aussi des conditions humaines qui font que dans la transmission d'un savoir, un collaborateur peut apprendre à un autre collaborateur à se servir d'outils, un autre peut lui apprendre à mieux s'exprimer. Voilà, ça fait partie de quelques ingrédients qu'on utilise chez L'Oréal. Merci Hélène. Alors Louis-Laurent, au sein du groupe Carrefour, donc on a bien entendu l'ambition en tout cas de l'entreprise de faire en sorte que le numérique finalement transcende et traverse l'ensemble des activités. Quel est le plan d'action? De quelle manière vous y prenez? De quelle façon vous accompagnez les différents profils, comme le disait Madame la députée tout à l'heure, parce que évidemment toutes les fonctions ne sont pas égales devant le numérique. De quelle façon donc vous y prenez-vous et quels seraient peut-être les points clés sur lesquels vous voudriez attirer notre attention? Alors, j'aimerais bien rebondir sur ce que vous avez dit, sur le fait qu'on puisse mettre en avant les compétences numériques sur son CV. Et effectivement, il y a un sujet, je trouve, qui n'est pas suffisamment d'actualité, c'est le fameux badgeage des compétences, quoi. Donc, je pense qu'il est très important de pouvoir badger les compétences. Donc, déjà, concrètement, comme nous l'avons déjà évoqué, il s'agit évidemment de former tout le monde, de laisser personne de côté, mais en plus il s'agit de faire reconnaître les compétences. Donc en distribuant des badges de compétences qui amèneront une véritable reconnaissance y compris sur le marché du travail. Un deuxième point sur lequel j'aimerais rebondir, puisque effectivement là je pense qu'on a bien éclusé, si j'ose dire, l'aspect formation de base au numérique. Je pense qu'on pourrait aussi aborder l'aspect culturel du digital, puisqu'effectivement le digital, comme toute technologie, engendre des nouvelles façons de penser. Et on le voit bien, hein, on est en train d'assister autour de nous à deux disruptions absolument majeures que sont l'usage versus la propriété et la consommation collaborative versus l'hyperconsommation. Et entre parenthèses, c'est intéressant parce que là on est dans le cadre du MEDEF, c'est vraiment des points qui remettent en question les fondements du capitalisme. Le capitalisme, c'est chacun aura sa Ford T et non seulement on aura plein de Ford T. Et là, qu'est-ce qu'on voit au travers du comportement de la génération Z? Effectivement, moi j'avais encore une discussion hier avec des alternants qui vous disent, moi par exemple, je préfère renoncer d'aller à Vienne en avion, voilà, où je peux y aller en train de nuit, où j'y vais pas, quoi. Voilà. Donc on voit vraiment des nouveaux comportements qui sont très intéressants. Et vous connaissez peut-être la formule de Jack Welch, l'emblématique patron de General Electric, qui disait quand la vitesse des changements à l'extérieur de l'entreprise est plus rapide que la vitesse des changements dans l'entreprise est en danger de mort. Et en fait, c'est ça qui guette les entreprises. Et pour moi, le digital, c'est pas seulement un enjeu technologique, apprendre aux gens à envoyer un mail. Ça, c'est vraiment très important, c'est la base. Mais c'est aussi un enjeu culturel. Le collaboratif qu'on retrouve partout, on doit aussi le retrouver aussi en interne dans l'entreprise. Et donc aussi former nos managers. Qu'est-ce que ça veut dire manager à l'ère digitale? Le Chambers, l'emblématique patron de Cisco, disait « Je veux une culture où il est inacceptable de ne pas partager ce que vous savez ». Donc tous les comportements type rétention d'informations, je tiens mon petit pouvoir de manager par le fait que je maîtrise l'information, ça c'est des restes des comportements du XXe siècle, c'est has-been, si j'ose dire. Donc il y a aussi un aspect formatif, aussi vraiment culturel, sur, encore une fois, comment je manage mon équipe. Et après, et si on mais fait précisément, peut-être donnez-nous des exemples
capacité d'écoute finalement que vous cherchez à développer auprès de vos managers à l'endroit de leurs collaborateurs. Enfin, comment, pour pouvoir produire les diagnostics et mettre en œuvre les plans d'action, quelles sont les mesures que vous avez été amenés à prendre, comment la sensibilisation de cette ligne managériale est-elle inclue dans le programme d'action global que vous nous avez dressé tout à l'heure? Alors, bien évidemment, un des aspects les plus importants est la formation. Mais pas seulement, on peut aussi tout simplement développer des nouvelles façons de travailler. Par exemple, moi j'anime souvent des ateliers de design thinking. Un atelier de design thinking, c'est pas très compliqué au fond, hein. Ça dure 3 heures. Et au travers de ce type d'atelier, on va apprendre à générer des idées en dehors d'un cadre hiérarchique classique. Et puis évidemment, vous avez les formations managériales qui doivent être repensées à l'aune du digital. Enfin, moi, je me souviens encore des personnes qui me disaient, moi j'en ai marre, à chaque fois que je demande à un petit jeune de faire quelque chose, il me demande pourquoi. Je dis, moi ça me choquait pas qu'il demande pourquoi. Et cette personne me dit, mais si quand même, moi quand il y en a un qui me dit pourquoi, je le comprends comme une remise en cause de mon autorité. Bon, ok, donc là il y a vraiment un mindset à changer. Parce qu'encore une fois, on en discutait tout à l'heure, on a beaucoup de mal à recruter, on se moque des États-Unis en voyant la grande démission. Enfin bon, ce qui se passe en France, c'est pas mieux. Et si on veut parvenir à attirer et à retenir les jeunes, il faut aussi qu'on aide nos managers à manager conformément aux valeurs du digital. D'accord. Donc, peut-être simplement, j'insiste, est-ce que vous pourriez nous donner, on va dire, un exemple de dispositif que vous avez cherché à développer? Est-ce que c'est un Learning Management System, par exemple, qui a permis ou qui facilite les accès à différentes solutions? Est-ce que les entretiens, je voulais pointer cette dimension-là, que comme le faisait Madame la députée tout à l'heure, les entretiens, les avez-vous enrichis d'ores et déjà d'une dimension d'évaluation de la compétence numérique? Est-ce que vous avez externalisé cette évaluation? Enfin voilà, des points de cette nature. Alors effectivement, là je rejoins ce que vous avez dit par rapport à l'évaluation. Parce qu'effectivement, je pense qu'il faut se méfier de peut-être trop mélanger les choses. Nous, on va plutôt utiliser l'entretien professionnel. En plus, c'est légal, on doit le faire. Et donc, concrètement, l'entretien professionnel est quelque chose qui est pris très sérieusement chez Carrefour, qui a été repensé, qui chaque année est amendé. Et c'est quelque chose qui fonctionne très bien et qui est vraiment accepté et perçu vraiment comme quelque chose d'important. Et je crois que d'ailleurs, même si la loi n'obligeait pas à le faire, maintenant je pense que c'est rentré dans les mœurs et que on continuera à le faire. D'accord, merci beaucoup. Ilham, vous vouliez rajouter un point? Oui, exactement, parce que je voulais rajouter un point important qui fait le lien avec l'entretien professionnel. Alors, bien sûr, comme toute entreprise, on a l'entretien professionnel chez L'Oréal, mais enrichi avec ces conversations connect, comme je vous l'ai dit, qui sont à l'initiative du collaborateur, qui souhaite discuter avec son manager. Je voulais juste vous partager quelque chose de très intéressant, c'est que avec l'attention et les ressources qu'a mis à disposition L'Oréal pour développer les compétences numériques de ses collaborateurs, en fait, on a vu que ça révélait aussi l'envie de collaborateurs de se réorienter vers les métiers du digital. Alors souvent, on met l'accent sur les jeunes, mais il y a aussi beaucoup, toutes générations confondues, des collaborateurs qui souhaitent du coup réfléchir à une reconversion professionnelle parce que grâce au développement de leur socle de compétences numériques, en fait, ils ont découvert qu'ils avaient une appétence et qui voulaient typiquement devenir data analyst, voire même data scientist pour certains d'entre eux, développeurs web. Et c'est ce qui est intéressant pour nous lorsqu'on est dans ce domaine de la formation, c'est de voir comment on peut aider des collaborateurs à se réaliser professionnellement parlant, aussi bien à court terme, mais aussi avec une vision moyen terme. Donc ça ne concerne pas que les juniors. Donc les seniors, on accompagne tout le monde. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est la motivation et s'autoriser en tout cas à continuer à apprendre tout au long de sa vie. Merci. Christopher, décidément, tes invités ne souhaitent s'exprimer avant que je ne te donne la parole. Et je me permets de rebondir sur la dernière expression, se former tout au long de sa vie. Donc c'est quelque chose qui était important. C'était une des premières lois que nous avions passées en 2017, choisir son avenir professionnel et insister sur la formation tout au long de la vie. Je pense que
les évolutions technologiques vont tellement vite qu'aujourd'hui on ne peut pas se satisfaire d'un diplôme initial quand on a 20 ans et puis attendre sa retraite sans rien faire. Un des premiers textes de loi qu'on va avoir dans ce nouveau mandat, ça sera également sur la possibilité de beaucoup plus actionner les VAE, les validations d'acquis d'expérience, parce qu'aujourd'hui la formation professionnelle n'est pas toujours diplômante, et quand on veut changer en cours de carrière, on va dire à 40 ans ou à 50 ans de métier ou de profession, on peut s'être auto-formé sur plein de choses, mais on n'a pas toujours, en fin de compte, ce que vous appelez des badges ou des certifications de compétences. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est important. Et alors, il y a de plus en plus d'outils d'e-learning et d'auto-formation que les gens peuvent faire chez eux, le soir, le week-end. Mais le point important maintenant qu'il va falloir faire, c'est passer des certifications. Parce que c'est très important aujourd'hui de savoir, aujourd'hui, moi par exemple en politique, on a toujours des collaborateurs qui vont travailler sur nos réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est quoi le diplôme ou la certification de quelqu'un qui est à l'aise sur les réseaux sociaux ? Il y a plein de gens qui sont très bons sur les réseaux sociaux, qui vont savoir gérer ça, mais il n'y a pas de validation d'acquis d'expérience, il n'y a pas de certification qui va venir. Vous allez peut-être me proposer quelque chose, je ne sais pas. Un autre exemple, puisque j'ai aussi travaillé sur l'illettrisme, on va dire aujourd'hui, on sait très bien que les jeunes sont moins fans de l'orthographe, et vous pouvez recruter des licences, des masters, des diplômes d'ingénieurs, qui ne sont pas toujours exemples de fautes d'orthographe dans leur écriture professionnelle. Voilà. Aujourd'hui, il y a des outils comme le projet Voltaire qui permettent aux gens de progresser, même de façon adulte, sur leur orthographe. Ça serait bien aujourd'hui que sur le CV, les gens disent, voilà, moi en orthographe, je suis, je sais pas, 9 sur 10 ou 8 sur 10 ou 7 sur 10. Parce qu'il y a des métiers où c'est quand même très très important. Par exemple, un juriste ou un avocat, je vois mal faire des écrits avec des fautes d'orthographe dedans. Donc c'est important que les gens, même adultes, puissent avoir des certifications pour attester de leur niveau, des badges, de compétences. Peut-être que vous avez envie de rebondir. La perche est tendue. Christopher, évidemment, ICDL a une place d'observateur privilégié. Donc, quels sont peut-être les points sur lesquels tu voudrais insister en mettant en exergue les best practices que tu as pu identifier et pour lesquels, évidemment, ICDL a pu être contributeur? Alors, comme je le disais en introduction, nous, ça fait 25 ans qu'on fait de la certification de compétences numériques, même si historiquement, on était plutôt sur la bureautique. Et c'est vrai qu'on a accompagné un grand nombre d'entreprises sur l'acquisition et la certification de compétences numériques des collaborateurs, mais plutôt sur la bureautique. C'est vrai que le problème qui a été évoqué de l'évaluation sur un secteur, certains métiers, certains niveaux de métiers, on va dire que il y a moins de problématiques que de l'évaluation. Surtout que l'objectif, c'est pas forcément d'avoir une évaluation sanction, mais c'est plutôt d'avoir une évaluation qui permet d'identifier un besoin en formation qu'on va pouvoir accompagner derrière le collaborateur, le faire monter en compétences. Et ça peut donc avoir un gain de productivité pour l'entreprise, mais ça peut surtout permettre au collaborateur d'être plus à l'aise face à l'outil, parce que ça peut faire partie des principaux facteurs de stress, l'ordinateur. Lorsqu'on maîtrise mal notre outil quotidien au travail, ça crée du stress. Donc, en ce qui concerne les compétences numériques de base, pour les appeler ainsi, ICDL avait déjà en 2004 pris à bras-le-corps ce problème avec un programme qui s'appelait Equal Skills à l'époque et un programme d'apprentissage, un cahier d'apprentissage pour les très grands débutants. Pour être tout à fait honnête, ça n'avait pas très bien marché, mais peut-être parce que c'était un peu prématuré en 2004 et on s'est rendu compte avec la crise. Enfin, on s'est rendu compte, mais surtout les entreprises se sont rendues compte qu'avec la crise a été vraiment un accélérateur sur plein de choses, notamment sur les transformations numériques, parce que du jour au lendemain, les gens ont été obligés de faire du télétravail, alors que ces personnes n'étaient pas forcément équipées ni en matériel ni en compétences pour le faire. Et beaucoup d'entreprises, du coup, ont souhaité mettre en place donc des GPEC, la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences, justement dans le but d'accompagner un certain nombre de collaborateurs et une prise de conscience des entreprises, une prise de conscience de ICDL, et donc on a mis en place ce nouveau programme d'apprentissage qui vient remplacer Equal Skills, qui s'appelle Digital Citizen, qui est donc un cahier d'apprentissage. Et c'est important le cahier parce que, vous voyez, on parlait du PIX tout à l'heure, et le PIX c'est un concurrent, mais on est complémentaires en fait, parce que ils sont sur une position où nous on va se positionner plutôt sur les compétences sur des logiciels, alors que PIX, on va être sur des grandes thématiques numériques, notamment la citoyenneté numérique, mais on demande à des personnes qui n'ont pas de compétences numériques d'aller sur une plateforme numérique pour se tester.
Et donc il y a un problème. Et donc Digital Citizen vient en fait remplir ce gap en disant oui, mais pour pouvoir aller sur Internet, pour pouvoir allumer votre ordinateur, vous avez un cahier d'apprentissage qui vous permet de le faire. Et on a travaillé notamment ces dernières années avec le groupe SEB, dans le cadre d'une GPEC justement, où ils ont formé plusieurs centaines de salariés et ça marche très très fort. Et les personnes qui pouvaient parfois être réticentes au départ, mais là il n'y avait pas d'évaluation, mais qui pouvaient être réticentes, finalement lorsqu'elles sortaient du programme Digital Citizen, en fait, la satisfaction, c'était que derrière, elle demandait conseil au formateur pour « je veux m'équiper à la maison, je veux acheter un ordinateur maintenant, je veux m'équiper, est-ce que vous pouvez me conseiller l'ordinateur » Donc on voit qu'il y a vraiment un changement à partir du moment où il y a de l'accompagnement, à partir du moment où il y a de la formation. Ça peut être en interne, mais on peut aussi se reposer sur tout le parc des organismes de formation en France qui font quand même un travail formidable pour accompagner les utilisateurs, toute personne, tout Français sur l'acquisition de nouvelles compétences. Donc voilà, ça c'est vraiment aujourd'hui notre produit phare. On va vraiment faire tout pour que ça se développe au maximum pour permettre d'apporter un socle minimum d'employabilité, mais aussi cette citoyenneté numérique. On a vraiment inclus aussi dans ce cahier d'apprentissage toute la notion de vigilance par rapport aux informations qu'on va trouver sur Internet, de pouvoir décoder ces informations-là. On va aussi leur donner le moyen d'accéder à tous les services publics. Voilà. Donc aujourd'hui, vous avez de quoi être aidé dans l'accompagnement justement de cette formation auprès des usages numériques. Très bien. Merci Christopher. Alors, sonne l'heure de la conclusion. Peut-être, comme je l'avais indiqué en démarrant, une recommandation, une perspective, un enjeu que vous identifiez qui vous permet de considérer qu'on a encore du chemin à parcourir et dans lequel vous allez vous engager, que ce soit dans vos organisations ou que ce soit, on va dire évidemment, dans vos structures privées ou dans un environnement plus large, y compris à l'échelon territorial. Je pense que la dimension territoriale est aussi très importante dans cette acculturation. Ilem. Eh bien, nous, on va continuer à mettre le paquet justement sur ces sujets-là. Comme je vous disais, nous, on a un roadshow sur les 18 sites industriels en France qui démarre à l'automne avec Simplon là, pour accompagner nos collaborateurs. Et justement, vous aviez évoqué le sujet de la VAE. Moi, j'avais regardé le sujet de la VAE justement pour valider les compétences numériques des collaborateurs, ce qu'on a pu acquérir en situation de travail. Et c'est vrai que c'était pas si simple que ça. Et donc moi, mon rêve pour 2023, c'est d'avoir des conditions de validation de VAE, justement sur les compétences numériques qui soient plus faciles à actionner, en tout cas pour les collaborateurs de L'Oréal. Bon, les partenaires sociaux ont été saisis d'un texte il y a quelques jours de cela. Oui. Très bien. Est-ce que pour le groupe Carrefour, quelles seraient on va dire vos recommandations ou quels sont les sujets sur lesquels vous avez là, pour perspective de vous engager plus particulièrement? Alors, peut-être déjà d'un point de vue macro, continuer à investir massivement dans le digital. Voilà, par exemple, en achetant un terrain dans le métaverse, même si le cas d'usage n'est pas forcément clair. Mais c'est pas grave. Dans le digital, on n'a pas forcément besoin de connaître les cas d'usage. Après tout, quand le téléphone a été inventé, c'était pour que les riches puissent écouter l'opéra de chez eux. Hein. Donc cette question du cas d'usage n'est pas si importante. Donc investir massivement dans le digital. Et effectivement, le corollaire de ça, c'est investir massivement dans la formation et dans la reconnaissance de l'information. Vraiment, moi, si je devais terminer sur une idée simple, ce serait vraiment le badgeage des compétences, vraiment pour favoriser l'employabilité des collaborateurs. Merci. Madame la députée, quelles seraient les perspectives? Je vais revenir sur cette notion de VAE et de certification. Alors, sans vouloir vous contredire, je dirais qu'on a souvent tendance à lier formation et certification. C'est-à-dire que pour avoir une certification, il faut suivre une formation. Et moi, je pense qu'on devrait pouvoir tous passer des certifications en candidat libre, on va dire, et certifier des choses qu'on a appris par soi-même aujourd'hui, tout au long de sa vie. Et je donnerai l'exemple, par exemple, du code de la route. Alors, pour ça, je vois que ICDL, c'est International Computer Driving License. Donc, aujourd'hui, on peut passer son code de la route dans n'importe quel poste, dans beaucoup de bureaux de poste en France. Les lieux ont été démultipliés. Ça coûte 30 €, donc on peut se former au code de la route sur Internet de façon quasiment gratuite. Passer son code de la route pour 30 €, on n'a plus besoin d'aller dans une auto-école pendant des heures et des heures. Et en parlant de formation continue et tout au long de la vie, ça serait bien d'ailleurs que certaines personnes
testent leur code de la route 10 ans ou 20 ans après leur permis de conduire. Je suis pas sûre que tout le monde l'aurait du premier coup, mais ça fait bien de réviser de temps en temps. Et donc des examens accessibles pour tout le monde comme ça, sur Internet évidemment, dans des centres de formation banalisés et pour pouvoir attester d'une compétence que l'on a, ce serait mon rêve. Serait-ce que vous auriez visité on va dire la ville de Cannes récemment à bord du véhicule de Christopher? Non, c'est pas pour ça. Non, pas du tout. D'accord. Je conduis très bien, Patrice. Cher Christopher, quel serait, on va dire, selon toi, le plan d'action opérationnel qui nous concerne tous en matière de lutte contre l'électronisme? Alors, moi, je dirais tout simplement qu'il faut être bien accompagné. Je pense que vraiment, c'est des questions importantes, essentielles, et que l'accompagnement, que ce soit en interne, si les formations sont en interne, c'est très bien, mais il y a aussi tous ces organismes de formation qui sont là, qui peuvent aussi accompagner. Donc de pas hésiter justement à solliciter de l'aide. Plein de dispositifs existants, il y a celui-ci mais il y en a certainement aussi d'autres, mais voilà, il y a aujourd'hui se reposer sur la compétence de ces professionnels de la formation qui sont là pour accompagner les entreprises et également les demandeurs d'emploi dans leur insertion professionnelle, dans leur reconversion professionnelle et évidemment aussi les étudiants les plus jeunes, on en a parlé brièvement. C'est vrai que eux aussi ont besoin d'être accompagnés sur les compétences numériques malgré leur temps passé tout le temps sur leur téléphone. Ben non, c'est pas ça qu'il leur faut. Il faut aussi les former là-dessus. Très bien. Écoutez, mesdames, messieurs, merci de votre attention, merci de vos interventions. Et puis, salutations à tous ceux qui nous regarderont à distance, puisque évidemment, cette table ronde sera rediffusée. Bien à vous, à bientôt. Au revoir.